Bienvenue dans le monde merveilleusement compliqué de la mode victorienne, où les femmes ne portaient pas de simples robes, mais de véritables structures. Ces vêtements n'étaient pas juste des tenues, c'étaient des prouesses d'ingénierie. Et cachés sous toutes les couches de dentelle, les volants et l'acier, se trouvait un défi quotidien que la plupart d'entre nous n'imagineraient même pas, comment gérer les routines personnelles les plus basiques dans une robe qui pouvait occuper plus d'espace qu'une table de salle à manger. Imaginez la scène. Vous êtes enveloppé dans des mètres de tissu, serré dans un corset qui vous comprime la taille et vous gêne la respiration. Vous marchez dans des couloirs avec des jupes de près des 1,80 m de large. Chaque pas est calculé avec soin. S'asseoir exige un plan stratégique. Et malgré tout, on attend de vous que vous ayez l'air gracieuse sans effort. La vraie question est, comment les femmes victoriennes géraient leur pause toilette dans ces tours de tulle et d'acier? Pour répondre à cela, il faut commencer par le début d'une journée typique dans la vie d'une femme victorienne, s'habiller. Ce n'était pas juste une question d'enfiler une robe. C'était un processus. La première couche, une fine chemise de lin. Elle était portée à même la peau et agissait comme une barrière protectrice, gardant les vêtements extérieurs plus chers propres. C'était pratique et essentiel, car laver des tissus délicats était une entreprise majeure et ne se faisait pas fréquemment. Le corset et les jupons, l'art de la superposition. Vient ensuite le corset, la pièce maîtresse de la mode victorienne. Lacé serré et renforcé avec des baleines, il modelait le torse et affinait considérablement la taille. Certaines femmes le portaient si régulièrement et si étroitement que leur cage thoracique s'adaptait à la pression. Respirer profondément n'était vraiment pas une option. Puis venait couche après couche de jupons. Ceux-ci n'étaient pas seulement là pour la chaleur ou la pudeur. Ils aidaient à créer du volume, transformant la robe en une forme de cloche. Certaines femmes portaient 5, 6, voire 7 couches. Chacune ajoutait du volume et rendait les mouvements d'autant plus difficiles. Mais le joyau de toute cette construction était la crinoline. La crinoline était une sorte de structure, une véritable armature faite de cerceaux d'acier reliés par des rubans de tissu, portés sous la robe pour lui donner cette forme circulaire emblématique. Au plus large, une crinoline pouvait atteindre jusqu'à 1,80 m de diamètre. Imaginez essayer de franchir une porte avec ça, sans parler de s'asseoir sur une chaise. Ces structures étaient si volumineuses que certains meubles devaient être repensés juste pour les accueillir. Des chaises sans accoudoir, des bancs spécialement élargis et un espace supplémentaire aux tables de salle à manger sont tous apparus pour permettre aux femmes de s'asseoir sans affaisser leur tenue. Imaginez maintenant porter tout cela jour après jour et essayer de gérer des tâches courantes comme aller aux toilettes. Le volume et le poids des vêtements signifiaient que même les actions simples exigeaient une stratégie minutieuse et une coordination physique. Les femmes victoriennes n'étaient pas seulement habillées pour impressionner, elles naviguaient dans un labyrinthe logistique constant, transformant des besoins fondamentaux en routines complexes menées avec patience, grâce à une ingéniosité étonnante. Et ce n'est que le début de l'histoire. L'héroïne discrète, le pot de chambre et les cabinets de toilette. Les femmes victoriennes ne se contentaient pas de suivre la mode, elles l'habitaient. Leurs vêtements étaient si structurés et superposés qu'ils transformaient toute leur approche de la vie quotidienne, surtout en ce qui concerne l'hygiène personnelle. Aller aux toilettes n'était pas qu'une tâche, c'était une performance soigneusement orchestrée. Les besoins humains les plus simples devaient être gérés dans un cadre de dentelle, d'acier et d'attente sociale. Et au centre de tout cela se trouvait un seul objet, devenu le héros méconnu de la survie quotidienne, le pot de chambre. Mais il ne s'agissait pas de simples récipients grossiers rangés sous les lits. Non, ils étaient conçus avec soin, spécialement pour les femmes naviguant dans des vêtements élaborés. Le type le plus courant était de forme ovale avec un intérieur lisse et incurvé, parfaitement adapté pour se glisser sous les couches de crinoline, de jupons et de dentelle. Certaines versions haut de gamme étaient même dotées de couvercles ajustés. Ceux-ci n'étaient pas seulement destinés à contrôler les odeurs, ils agissaient comme des signaux subtils pour le personnel de maison. Un couvercle fermé signifiait prêt à être vidé, sans qu'un mot ne soit prononcé. Dans les maisons plus riches, le pot de chambre était habilement dissimulé. Des meubles élégants remplissaient une double fonction, des chaises avec des compartiments secrets, des armoires avec des récipients cachés et de magnifiques commodes en bois qui masquaient leur véritable fonction grâce à un savoir-faire expert. C'étaient des pièces à la fois nécessaires et artistiques. En coulisses, le personnel de maison se déplaçait avec précision et silence, gardant tout propre et discret.
Leur travail exigeait plus que de l'efficacité, il demandait du timing, de la coordination et une discrétion absolue. On pourrait les considérer comme l'équipe en coulisses d'une performance très délicate et très raffinée. Maintenant, parlons logistique. Une femme victorienne ne pouvait pas simplement soulever ses jupes et en finir. Nous parlons d'environ 9 kg de tissu et de structure, une véritable cage de cerceaux d'acier et d'élégance cousue. Elle devait maîtriser une technique qui était à la fois chorégraphie et savoir-faire mécanique. La clé était le positionnement. Le pot de chambre était soigneusement placé sous les couches et, grâce à de subtils ajustements corporels et à un arrangement stratégique du tissu, l'ensemble du processus pouvait être réalisé sans retirer un seul vêtement. Pas de fermeture éclair, pas de bouton, juste un contrôle de la posture et un incroyable sens de l'équilibre. Lors des réceptions mondaines, les choses devenaient encore plus raffinées. Les grandes maisons et les salles de bal comprenaient des salons de repos, des espaces spécialement conçus pour que les femmes puissent se retirer et se rafraîchir. Ces pièces n'étaient pas de simples boudoirs. C'étaient des salons entièrement équipés où les femmes de chambre travaillaient comme une équipe de soutien, aidant au placement des jupes, au timing et au nettoyage. Tout en maintenant une apparence de grâce et de discrétion totale. Ce n'était pas seulement fonctionnel, c'était une forme d'art. La capacité à gérer un besoin personnel complexe sans altérer son apparence ni attirer l'attention était une compétence que les femmes cultivaient, transmettaient et perfectionnaient discrètement. Elles évoluaient au quotidien comme des artistes de scène, toujours posées, toujours gracieuses, même en naviguant dans ce qui était en réalité un petit miracle de coordination. La révolution des split drawers et l'hygiène au quotidien. Mais voici un rebondissement qui pourrait bien vous surprendre, pendant une grande partie de la période victorienne, de nombreuses femmes ne portaient pas ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme des sous-vêtements, du moins pas au sens traditionnel. Le volume et la structure de leur jupe étaient considérés comme une couverture suffisante. Et au début, il n'était pas jugé nécessaire de porter une autre couche en dessous de tout cela. Cela peut ressembler au début d'une comédie, mais pour les femmes victoriennes, c'était un problème très réel. Imaginez-vous vous promenant dans une rue pavée très fréquentée, votre crinoline prenant une légère brise, pour que cette brise se transforme en rafale. En un instant, toute la structure pouvait se retourner, un peu comme un parapluie qui se retourne. Et sans sous-vêtements traditionnels en place, disons simplement que la discrétion pouvait disparaître en un éclair. Ces incidents inattendus sont devenus si courants que la société a dû reconsidérer ce qui était considéré comme modeste. Le résultat fut un vêtement petit mais révolutionnaire, les culottes fendues, split drawer. Ces dernières ne ressemblaient pas aux sous-vêtements que nous connaissons aujourd'hui. Les culottes fendues étaient essentiellement deux jambes de pantalon séparées, jointes uniquement à la taille, avec une couture ouverte au milieu. C'était une solution astucieuse à un problème très réel. Ces vêtements offraient une couverture et une pudeur en marchant ou en s'asseyant. Mais grâce à leur conception ouverte, ils permettaient aux femmes de gérer leurs besoins personnels sans retirer des couches de vêtements. C'était une innovation brillante, combinant pudeur et praticité. Avec les culottes fendues, les femmes victoriennes pouvaient conserver leur élégance superposée tout en gérant la routine complexe de l'utilisation d'un pot de chambre, le tout avec moins d'efforts et plus de confiance. La conception a rapidement été adoptée, en particulier parmi la classe supérieure et celle qui assistait à des événements formels où la logistique des toilettes était encore plus délicate. Mais ce n'était là qu'une des nombreuses adaptations qui aidaient les femmes à conserver leur calme au milieu des couches de tissu, des corsets serrés et des attentes publiques. Gérer la vie quotidienne dans les vêtements victoriens demandait plus que de la grâce. Cela exigeait une planification minutieuse, une communication silencieuse et une compréhension de sa garde-robe à un niveau presque architectural. Et tout cela se faisait discrètement en coulisses, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Se maintenir propre et hygiénique sous des couches de tissu n'était pas seulement une question de confort. C'était une question de dignité, surtout dans une société où les apparences comptaient presque plus que tout. Mais sans la commodité de la plomberie moderne ou des produits jetables, les femmes devaient compter sur une gamme de méthodes astucieuses et parfois surprenantes. Commençons par les bases. Le papier toilette, tel que nous le connaissons, n'était tout simplement pas largement disponible pendant la majeure partie de l'ère victorienne. Au lieu de cela, les gens utilisaient tout ce qui était pratique et à portée de main. Pour les familles ouvrières, cela pouvait signifier des pages arrachées de journaux, de catalogues ou du papier recyclé. Dans les zones rurales,
des matériaux naturels comme des feuilles douces ou des chiffons faisaient l'affaire. Dans les foyers plus aisés, cependant, l'approche était un peu plus raffinée. Des linges de lin ou coupés en petits carrés étaient la solution préférée. Ces linges réutilisables étaient lavés soigneusement avec le linge de maison. Ils offraient une option plus confortable et luxueuse et étaient considérés comme une marque de délicatesse, un autre rappel de la façon dont la classe façonnait profondément même les routines les plus personnelles. Et en parlant de lessive, ce n'était pas une mince affaire. Les robes victoriennes étaient grandes, superposées et souvent faites de matériaux délicats qui ne pouvaient pas être lavés fréquemment. Au lieu de cela, les vêtements extérieurs étaient entretenus par brossage, aération et poudre pour absorber les huiles et prévenir les odeurs. C'étaient les couches intérieures comme les chemises de lin, les chemises de corps et ces astucieuses culottes fendues qui supportaient le poids de l'usure quotidienne. Celles-ci étaient lavées plus régulièrement, servant de bouclier protecteur pour les robes complexes et coûteuses portées par-dessus. Mais qu'en est-il pendant les menstruations? Les femmes victoriennes faisaient face à ce défi mensuel sans produits hygiéniques modernes et dans les limites des armatures en acier, des corsets et des couches de tissu. Leur solution, un système de tissu fait maison, souvent appelé arrangement ceinture et serviette. Une ceinture douce portée autour de la taille maintenait en place un matériau absorbant, généralement en flanelle, en coton ou d'autres tissus doux disponibles à la maison. Certaines femmes utilisaient même des rembourrages naturels comme de la mousse ou de la laine. Changer ces matériaux exigeait intimité, timing et expertise. Et bien qu'il y ait peu d'écrits à ce sujet parce qu'on en parlait rarement, les femmes changeaient souvent leur linge plusieurs fois par jour. C'était une routine discrète effectuée avec une coordination impressionnante, souvent tout en continuant à remplir des obligations sociales ou des tâches ménagères. Tout ce système reposait sur une coopération silencieuse et une technique apprise. Les mères enseignaient à leurs filles. Les femmes de chambre offraient leur aide, et des maisons entières étaient structurées pour répondre à ces besoins privés sans perturber le calme apparent de la bonne société. Et pourtant, les femmes victoriennes se comportaient avec élégance et aplomb, gérant ces complexités cachées avec une force tranquille qui était tout simplement extraordinaire.